Bonjour à tous, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. C'est un grand moment pour la spécialité et bien au-delà de se retrouver pour les États généraux de la médecine pério-opératoire. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici à Sorbonne Université. Globalement, si on regarde sur les 30 dernières années, l'anesthésie-réanimation et maintenant médecine pério-opératoire a toute seule, je dirais quasiment, a très largement diminué la mortalité, la morbidité pério-opératoire anesthésique. Il reste aujourd'hui un challenge énorme qui est celui de la mortalité périopératoire et des complications post-opératoires globalement. Et ce challenge-là, nous ne le réussirons pas tout seuls. C'est pour ça que la SFAR a sollicité le CNP pour organiser ces états généraux de la médecine pério-opératoire. C'est pour ça que nous avons sollicité dans les groupes l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins pério-opératoires, que ce soit les chirurgiens, les interventionnels, tous les paramédicaux qui interviennent là-dessus, mais également les tutelles, les directeurs d'hôpitaux, parce que c'est un problème collectif et c'est uniquement de façon collective que nous réussirons à baisser ce fardeau qui est très important pour la société et pour la population, eu égard à la morbidité et la mortalité périopératoire. La journée est centrée là-dessus, ça va être une sorte de lancement, et je crois que l'objectif est de sortir une feuille de route pour avancer sur les 20 années qui viennent, afin d'arriver à ce qui est notre objectif, c'est-à-dire d'améliorer le pronostic des patients. Je suis vraiment très très heureux qu'on soit tous là et quand on regarde l'amphi, on vient un peu de tous horizons, même si l'anesthésie-réanimation est représentée en force et c'est bien normal puisque c'est quand même un peu notre cœur de métier. Donc je vous propose que ce soit le professeur Gilles Orliaguet, qui est président du CNP, qui fasse l'introduction de la journée. Mais juste avant de donner la parole à Gilles, monsieur le ministre, qui ne pouvait pas être présent, a enregistré une vidéo. Et on va passer cette vidéo en guise d'introduction juste avant Gilles. Donc je vous souhaite une excellente journée, que j'espère la plus productive possible. Et je vous laisse écouter le ministre, tous ensemble. Merci. Monsieur le Président de la CNP d'anesthésie-réanimation et médecine périopératoire, cher professeur Gilles Orliaguet, Monsieur le Président de la Société française d'anesthésie et de réanimation, cher professeur Jean-Michel Constantin, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ces états généraux de la médecine périopératoire, même si je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous à la Pitié-Salpêtrière, un lieu emblématique pour toutes les disciplines médico-chirurgicales notamment. Avec plus de 12 millions d'anesthésies réalisées chaque année en France, les enjeux de la médecine périopératoire sont indéniablement des enjeux majeurs de santé publique. Mais il serait réducteur de parler uniquement de volume. C'est bien la complexité technique, l'exigence physiopathologique et l'anticipation fine du risque patient qui définissent votre pratique. Votre spécialité est l'une des rares à conjuguer expertise diagnostique, thérapeutique et organisationnelle en temps réel dans des environnements à haute intensité décisionnelle. Vous êtes des cliniciens de l'extrême spécialisés dans l'évaluation fonctionnelle préopératoire, la maîtrise des agents anesthésiques, la gestion du monitorage avancé. L'anesthésie moderne n'est plus une simple induction suivie d'un maintien standardisé. Vous pratiquez l'anesthésie sur mesure en tenant compte du contexte chirurgical, des antécédents, de la pharmacogénomique, parfois du profil inflammatoire du patient et de la balance bénéfice-risque pour chaque technique utilisée. En tant que cardiologue et chef de pôle à l'hôpital public, j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière de travailler en lien étroit avec les anesthésistes réanimateurs. Je mesure pleinement combien vous êtes avant tout des experts de la sécurité anesthésique et de la qualité des soins à chaque étape
du parcours pré-, per- et post-opératoire. Depuis les décrets fondateurs de 1994, vous avez développé des approches d'une grande rigueur en matière de gestion des risques en équipe et de gestion des facteurs humains, y compris dans les situations les plus critiques. Les équipes pluriprofessionnelles d'anesthésie-réanimation sont aujourd'hui organisées comme de véritables commandos articulés autour du binôme hautement performant que vous formez avec les infirmiers anesthésistes. La culture qualité et gestion des risques, la simulation in situ, les checklists et briefings préopératoires font partie de votre ADN bien avant que ces outils ne deviennent des standards nationaux. Elles inspirent aujourd'hui l'ensemble du système de santé. Je souhaite aussi saluer votre esprit d'innovation et votre capacité à faire évoluer votre discipline. Votre spécialité ne se résume pas à l'acte anesthésique, aussi central soit-il. Elle s'inscrit dans un continuum de soins que vous avez su revendiquer et structurer à travers la notion de médecine périopératoire. Vous mettez ainsi en œuvre des protocoles de préhabilitation intégrant éducation du patient, correction des déficits nutritionnels, optimisation des traitements cardio-respiratoires, voire sevrage tabagique ou réduction de la consommation dentalgique chronique. Ce sont des protocoles qui facilitent la réhabilitation rapide après chirurgie et qui diminuent les risques. Cette approche, au croisement de la chirurgie, de l'anesthésie, de la gestion de la douleur et du suivi post-opératoire, vous permet de mieux accompagner les patients dans toutes les dimensions de leur parcours. Ces dernières années, vous avez été particulièrement moteur dans l'optimisation de ces parcours. Vous êtes les experts du métabolisme périopératoire avec une attention particulière portée à la préservation de l'homéostasie, à la gestion du stress glycémique et à la prévention des complications liées à l'inflammation systémique. L'objectif, vous le savez, c'est de proposer à chaque patient un véritable programme qui est personnalisé. Cela implique notamment d'identifier les patients à risque. Je pense ici aux patients atteints de cancer, parfois dénutris, ou encore aux personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires chez qui il est nécessaire d'adapter les traitements. C'est grâce à cette démarche globale et intégrée que vous avez pu réduire de façon significative la mortalité opératoire. Votre action ne s'arrête donc d'ailleurs pas au bloc opératoire, ni même à la salle de réveil. La médecine périopératoire, c'est un engagement dans le soin jusqu'à la récupération complète du patient. Je sais que vous travaillez pour renforcer vos liens avec la médecine de ville, en particulier avec les médecins généralistes, pour assurer un meilleur accompagnement post-opératoire, ou bien avec les infirmiers libéraux pour assurer le suivi des patients pris en charge en ambulatoire. La médecine périopératoire est particulièrement pertinente pour les patients complexes, mais elle présente également un intérêt majeur dans des contextes plus légers. Votre engagement pour le développement de techniques d'anesthésie rapide, notamment en anesthésie loco-régionale, est remarquable. Ces techniques, plus ciblées et plus précises, facilitent une récupération plus rapide et permettent une réduction significative des durées d'hospitalisation. Le progrès de l'anesthésie et de la médecine périopératoire s'inscrivent ainsi pleinement dans le virage ambulatoire que nous souhaitons renforcer au service de la pertinence et de l'efficience des soins. Je sais que beaucoup d'entre vous œuvrent dans des conditions exigeantes. Je sais aussi que vous êtes engagés dans la formation, la recherche, l'encadrement, l'organisation et surtout l'enseignement. Votre impact dépasse largement le temps opératoire. Vous portez une vision du soin ancrée dans la responsabilité, la rigueur et l'engagement collectif. Mesdames et messieurs, chers confrères, vous êtes des médecins spécialistes de très haut niveau, des stratèges du soin périopératoire, des innovateurs, des formateurs et des garants d'une médecine sûre, efficace et humaniste. Les états généraux que vous tenez aujourd'hui sont une formidable occasion d'affirmer collectivement l'identité de votre discipline, de défendre les spécificités de votre métier et de tracer les perspectives d'un avenir à la hauteur de vos expertises.
Vous l'aurez compris, je suis très attentif à vos travaux et pleinement engagé à vos côtés. Je serai très heureux de recevoir une synthèse de vos réflexions à l'issue de ces échanges. Je ne serai pas plus long pour laisser place à vos travaux. Sachez que je reste à votre écoute et que la porte de mon ministère vous est grande ouverte. Je vous remercie. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. C'est vraiment, comme l'a dit Jean-Michel Constantin, un grand plaisir d'ouvrir cette journée consacrée à la médecine périopératoire. Monsieur le ministre a déjà dit beaucoup de choses. Je rajouterai peut-être notre implication dans les soins critiques, qui est aussi quelque chose de très important et pour nous et pour les patients. J'ai remis sur cette diapositive tout d'abord la première partie de la journée avec la définition, l'état des lieux et les enjeux. Donc c'est le groupe qui a été coordonné par Vincent Degausse. Ensuite, on aura une petite pause et on va enchaîner sur les fondamentaux de la médecine périopératoire. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le groupe qui a été coordonné par Claude Écoffet. Ensuite, il y aura la pause, le cocktail déjeunatoire. Et on passera à la seconde partie dans l'après-midi, avec tout d'abord la médecine périopératoire et les situations particulières. Le groupe donc, piloté par Serge Moliex. Là aussi, il y a eu beaucoup d'experts qui ont travaillé. Ensuite, la valorisation, la nomenclature, les ressources humaines. Et enfin, on terminera par les perspectives pour se projeter un petit peu dans les 20-30 prochaines années. Je voudrais vraiment remercier à la fois les experts, les coordonnateurs qui ont fait un énorme travail, et vous allez en voir la restitution prochainement, parce qu'ils avaient une feuille de route assez serrée. Il n'y avait pas eu énormément de temps, c'est moins d'1 an de travail pour aboutir à ce qui va être présenté prochainement. Merci à tous, aux participants, à ceux qui nous ont rejoints là, et sachez que c'est enregistré, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu être présents parmi nous pourront visionner dans un second temps, au moment où ils le voudront, puisque là, il y a une captation vidéo. On veut véritablement que les échanges soient le plus interactifs possible entre les experts et les gens, les participants présents dans la salle. Donc il faut absolument que les présentations respectent leur temps de parole, on vous le rappelle, on compte sur vous, et que la salle n'hésite pas à intervenir. Et enfin, donc, avant de passer la parole à Vincent Degausse, je voudrais vraiment vous souhaiter une bonne journée à tous. On est très contents de cette réussite parce que vous êtes plus de 250 inscrits et encore des gens qui vont nous rejoindre. Et donc, n'hésitez pas tout au long de la journée à prendre la parole, à interpeller les experts, à poser des questions. C'est ça qui va enrichir cette journée. Et enfin, pour nous, cette journée, ce n'est pas une fin, c'est le début. Il va falloir qu'il y ait une dynamique qui se mette en route pour prolonger les réflexions qui vont s'ouvrir aujourd'hui, comme ça avait été le cas il y a 15 ans avec les états généraux, l'anesthésie-réanimation. Bonne journée à tous et je passe la parole à Vincent. Alors, on va s'installer. On avait donc... il n'y a pas le titre. On peut peut-être remettre le titre. Voilà, parfait. On a choisi en fait de faire cette présentation de manière collective parce qu'on était un groupe de travail assez intéressés. On voulait tous prendre un peu la parole. Donc, vous voyez, on est nombreux. Et on va d'abord commencer par un état des lieux préparé par Sigismond. Et ensuite, après, vous verrez, chacun prendra la parole pour présenter des vignettes d'intérêt sur le sujet. Merci Vincent. Bonjour à toutes et tous. C'est un vrai plaisir d'être ici pour discuter de médecine péropératoire. Alors, on va parler du futur et pour ça, on va commencer par le passé. Savoir d'où l'on vient. On vient d'une idée que peut-être on n'a pas besoin d'anesthésie initialement. Donc, ça, c'est Monsieur Velpeau, qui disait que finalement échapper à la douleur au cours des opérations chirurgicales, c'est un rêve chimérique qui ne nous est pas permis de caresser de nos jours.
et que la douleur et le bistouri sont des compagnons inséparables. Donc évidemment, c'est plus d'actualité. Et derrière, la première anesthésie, ça date de 1847, c'est une tumeur cervicale, première anesthésie inhalée, Massachusetts, hôpital. Et très rapidement, ça diffuse. Ça diffuse, ça arrive en Europe, en France. Donc première anesthésie, janvier 1847, 2 février, premier décès. Et à l'époque, on mourait quand on était opéré d'un ongle incarné. On mourait quand on était jeune, quand on avait une femme de 35 ans en bonne santé qui a un abcès pour corps étranger, on lui fait une petite anesthésie, décès. Alors il y a des polémiques pour savoir si c'est à cause de l'anesthésie ou du chirurgien. Bon, en l'occurrence, c'est probablement plutôt l'anesthésie, ou les gaz en tout cas. Et en novembre 1947, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini l'année, il y a déjà 12 décès attribués à l'anesthésie pour chirurgie. On change de gaz, on passe au chloroforme, 28 janvier, premier décès de l'année qui suit. Donc le décès lié à l'anesthésie pour la chirurgie, c'était la préoccupation initiale et notre premier objectif, je dirais, sur le siècle dernier, ça a été d'améliorer la sécurité de l'anesthésie péropératoire. Et effectivement, vous voyez sur cette revue de la littérature, en 60 ans, on a divisé par 100 la mortalité liée à l'anesthésie péropératoire. On est passé de 1000 décès pour 100 000 anesthésies à moins de 10. Donc c'est un succès de l'anesthésie. Et aujourd'hui, quand on voit ici ces données qui sont les données américaines, donc on repasse de 64 décès pour 100 000 anesthésies dans les années 50 à aujourd'hui 0,5 décès attribués à l'anesthésie péropératoire pour 100 000 anesthésies par an. Donc on a fait énormément de progrès. En France, on a des données, alors beaucoup plus récentes, où on a été capable sur 20 ans de diviser par 10 la mortalité péropératoire. Et ça, c'est grâce au décret, le fameux décret de 1994, qui identifiait bien qu'on a besoin de faire un parcours pour arriver au bloc opératoire, pour améliorer la sécurité. Et ce parcours, il commençait par le préopératoire, par l'institution de la consultation d'anesthésie. Évidemment, le péropératoire, avec l'amélioration du monitorage et l'obligation du monitorage péropératoire et de la surveillance continue durant l'intervention par des professionnels formés à l'anesthésie-réanimation. Et puis enfin, par la surveillance, essentiellement en salle de réveil, SSPI, pour le post-opératoire. Mais quand même, on voit bien que la mise en place d'un parcours identifié, sécurisé, permet de réduire la mortalité péropératoire. Dans l'espace, temps considéré là, effectivement, il y a aussi une baisse de la mortalité périopératoire, à peu près du même effet, liée à une baisse de la mortalité secondaire à l'anesthésie, mais également aux complications périopératoires. On voit que dans cette dynamique, l'instauration d'une checklist, par exemple, au bloc opératoire, a permis de réduire la mortalité de 25%, mais également les complications périopératoires. Ça introduit une notion importante, c'est que la checklist, c'est un moment d'échange entre les équipes médicales d'anesthésie et chirurgicales. Et cette coopération entre les équipes d'anesthésie et de chirurgie permet de réduire donc la mortalité de 25%, les complications de 27%. Et ça introduit aussi cette notion de coopération pluriprofessionnelle qui sont des bases de la médecine périopératoire. Maintenant, la mortalité, c'est important, mais les complications aussi. Et vous voyez ici sur des cohortes, alors cette fois-ci beaucoup plus récentes, la cohorte ISOS, qui est une cohorte internationale, 44 000 chirurgies majeures, et pour des durées de séjour médianes de 4 jours, donc des chirurgies, enfin des durées pas si longues que ça, on voit qu'on a 25% de complications post-opératoires. C'est un malade sur 4 qui va avoir une complication post-opératoire. Au premier rang, les infections, mais aussi les complications cardiovasculaires, insuffisance rénale. Et donc on voit qu'il y a un spectre de pathologies qui accompagne les chirurgies et qu'il va falloir prendre en charge. Il va falloir les prendre en charge parce qu'on a des patients qui sont de plus en plus comorbides qui arrivent en chirurgie.
Vous voyez ici, c'est des données, encore une fois américaines, mais très récentes. Sur les 15 dernières années, la courbe verte, je ne sais pas si j'ai un... Non. La courbe verte montre une augmentation, et chaque année, une augmentation significative du nombre de comorbidités et de complications post-opératoires, avec la courbe rouge, une mortalité qui se maintient sur la même période. Mais on comprend bien que dans les années qui viennent, on aura des patients de plus en plus comorbides à prendre en charge et que ça expose évidemment à de plus en plus de complications post-opératoires. Et ces complications, il y a évidemment la gestion des complications péropératoires, mais elles font le lit de la mortalité tardive. Vous voyez ici sur ces courbes la mortalité ajustée en fonction de la durée de la complication post-opératoire. J'ai une insuffisance rénale aiguë qui est gérée, qui est normalisée à J3. C'est les courbes. Alors excusez-moi parce que je vois mal les couleurs. Bon, disons que c'est les courbes d'en bas. Et plus les complications durent longtemps pendant l'intervention, enfin au décours de l'intervention, plus la mortalité jusqu'à 6 ans après la chirurgie augmente. Et donc le fait de bien prendre en charge rapidement, efficacement une complication post-opératoire est associé à une réduction de la mortalité tardive à distance. Cette mortalité qu'on ne capture pas dans les études puisqu'on regarde la mortalité en général à J30 post-opératoire comme la mortalité post-opératoire et on ne regarde pas ce qui se passe dans l'année, voire dans les 5 ans qui suivent. Et on voit bien que gérer les complications post-opératoires est associé à une réduction de la mortalité à distance. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique. Et la mortalité post-opératoire, c'est la 3e cause de mortalité au niveau mondial. La 3e cause de mortalité au niveau mondial. On a fait énormément pour la cardiopathie ischémique. On est en train de faire beaucoup pour les AVC. Il va falloir faire quelque chose pour la mortalité post-opératoire. Et c'est ça notre enjeu, c'est ça l'objectif de la médecine périopératoire. Avec 313 millions de procédures chirurgicales par an, avec une difficulté d'accès, d'ailleurs là ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans les pays en voie de développement, il y a une difficulté d'accès à la chirurgie et à l'anesthésie qui là aussi expose à beaucoup de complications post-opératoires et de décès. C'est un enjeu mondial et c'est un enjeu pour nous. Alors ces enjeux pour demain, c'est ce défi démographique d'une augmentation des besoins de soins liés au vieillissement de la population, avec des patients de plus en plus comorbides qui vont être de plus en plus exposés aux complications post-opératoires. C'est un enjeu d'optimiser les dépenses de santé, tout ce qu'on va investir pour améliorer la récupération après la chirurgie, pour diminuer les complications post-opératoires, sera une économie pour la suite. Et puis, c'est l'optimisation des parcours patients. Et donc là, effectivement, on a ce virage ambulatoire qui est clairement amorcé depuis les 20 dernières années, avec une réduction du nombre de lits d'hospitalisation, une augmentation du nombre de séjours en ambulatoire. Mais l'ambulatoire ne signifie pas qu'on ne s'occupe plus du patient après sa sortie de l'hôpital. La fin de la prise en charge du patient, c'est quand il a complètement récupéré. Et c'est ça notre enjeu, c'est aussi comment on arrive dans nos parcours à faire la médecine périopératoire après la sortie de l'hôpital. Et puis, on doit aussi avoir une meilleure prise en compte des attentes des patients. Évidemment que personne ne veut mourir après une intervention. Mais en fait, les patients, ce qu'ils attendent, ce n'est pas tellement de ne pas mourir. C'est d'avoir récupéré et d'avoir une amélioration de leur qualité de vie après l'intervention et par exemple de ne pas avoir de douleurs chroniques. Et tout ça, c'est des enjeux majeurs pour la médecine périopératoire. Alors, ça c'est une citation de Serge Molièx dans un magnifique ouvrage que je vous conseille sur la médecine périopératoire aux éditions Elsevier, Conflit d'intérêts. La médecine périopératoire, c'est reprendre tous les éléments de la RAC et donc de ce virage ambulatoire, mais en fait de proposer une personnalisation des parcours de soins périopératoires qui est stratifiée sur le risque de complications et donc sur l'évaluation préopératoire qui intègre donc la comorbidité des patients. Effectivement, on a une myriade de parcours RAC par type de chirurgie. Donc là, j'ai pris quelque chose du Québec pour ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les uns ou les autres, où on voit bien que toutes les étapes sont détaillées et un peu standardisées pour une prise en charge liée à une chirurgie donnée. On a les approches
de type ERAS, où on va avoir une multitude de protocoles pour améliorer la récupération des patients après la chirurgie. Toutes ces approches, elles ont démontré leur efficience, elles ont démontré leur efficacité, y compris pour améliorer des prompts, pour améliorer des qualités de récupération du point de vue des patients. La médecine périopératoire, c'est plus que ça. C'est de mettre en place toutes ces stratégies. Donc on a au niveau de la SFAR des recommandations qui ont bien déterminé tous les protocoles qui permettent d'améliorer la récupération des patients, mais de les personnaliser. Encore une figure de Serge. On va avoir pour chaque patient à définir son parcours de soins, y compris si c'est une chirurgie de la hanche ou une colectomie, et ben de ne pas forcément lui appliquer uniquement le protocole standard, mais de le personnaliser à son évaluation propre, de personnaliser sa préhabilitation, son optimisation de récupération d'organes en fonction de l'évolution post-opératoire et de l'inscrire dans la trajectoire qui correspond à son évaluation et à sa condition. Alors, dans ce parcours de soins, l'anesthésiste réanimateur a probablement un rôle majeur. Parce qu'il ne s'agit pas d'appliquer des protocoles de soins faits par les uns ou les autres, il s'agit de coordonner ce parcours. Et l'intérêt de l'anesthésiste réanimateur, c'est qu'il a les connaissances pour le faire et il est présent du début à la fin. Il est surtout présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 quand il y a besoin d'intervenir en urgence pour une réanimation, pour une complication, pour une prise en charge aiguë de la douleur. Il est tout le temps là. Parce qu'on travaille en équipe, bien entendu. Il y a toujours besoin d'une coopération avec les chirurgiens, avec les autres spécialités. Et ça doit passer par des chartes de coopération. Et puis enfin, il faut travailler sur le lien avec la médecine de ville pour que ce qu'on puisse produire continue après l'intervention. Si je prends l'exemple d'un sujet majeur qui est le patient blood management, la gestion de l'anémie périopératoire, eh ben c'est un enjeu derrière qu'on puisse suivre ce qui se passe à un mois, de vérifier que tout ce qu'on a fait en préopératoire se continue à l'issue de l'opération. On a également une spécialité qui est préparée pour ces défis. On est une spécialité extrêmement bien choisie à l'internat. On a la 5e spécialité en rang l'année dernière et la 3e spécialité médicale, malgré un nombre de postes important. On a besoin de former 600 internes par an pour remplir toutes ces missions, y compris les missions de la médecine périopératoire. Actuellement, sur les 5 années en cours, on a à peu près 2500 internes en formation. On a 1000 anesthésistes réanimateurs qui partiront à la retraite dans les 5 ans. Donc on a une capacité à combler les déficits et donc il ne faut pas imaginer qu'on ait un déficit dans les années qui viennent en anesthésistes réanimateurs. Au contraire, je pense qu'on va se renforcer et qu'on aura parfaitement les moyens de faire toutes ces missions, évidemment au bloc opératoire, mais aussi en médecine périopératoire et en soins critiques, qui fait partie des parcours de soins, malheureusement, de certains patients après chirurgie. Et la médecine périopératoire, c'est le nom de notre discipline au CNU. On est anesthésiste, réanimateur, médecin périopératoire. Et ça fait partie maintenant de la formation des internes avec un module intégré de médecine périopératoire, avec un magnifique ouvrage que je vous recommande encore. Donc là, maintenant, il faut l'acheter. Sur la médecine périopératoire, avec des enseignements dédiés, y compris dans les 2e cycles d'études médicales, par exemple à la Sorbonne Université, 2e pub, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour moi. Donc ça fait partie de la formation. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que les médecins anesthésistes réanimateurs formés feront de la médecine périopératoire de qualité. Et en fait, ils sont intéressés par ça. C'est une enquête qu'on a faite avec Vincent. Et quand on demande est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans la médecine périopératoire? Eh bien, les anesthésistes de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans d'expérience considèrent à 8,6 sur 10 ou 8,5 sur 10 que c'est leur rôle de faire la médecine périopératoire. Donc, on a une spécialité qui est formée et qui est intéressée pour ça. Et ce qui est reconnu comme une barrière à l'implémentation de la médecine périopératoire, c'est pour l'instant le nombre de médecins. Mais je pense que dans les 5 ans qui viennent, ce n'est pas un sujet. Et c'est évidemment la reconnaissance et le fait que ça puisse être valorisé
pour que ce soit pris en charge et qu'on puisse avoir des postes dans les services pour le faire. Maintenant, on va passer du concept à la vraie vie. Alors, je repasse la parole au chef. Voilà. Vincent. Le grand chef, évidemment. Merci beaucoup. Donc, on a fait une partie très théorique. On s'est dit pour que ce soit très ancré dans notre réalité, c'était un peu le but de notre groupe, on puisse prendre la parole pour vous présenter des vignettes qui vous montrent que la médecine périopératoire, c'est pas juste un concept, c'est la vie de tous les jours. Et donc, on va commencer par Diane Dugard, qui est cadre de santé et qui s'occupe particulièrement des parcours périopératoires, UK, J0 et consulte chirurgicale. Et donc, elle est dans un DMU de chirurgie. Et donc, elle va nous donner son regard, comment elle vit la médecine périopératoire avec un regard paramède de chirurgie. Merci Vincent. Oui, donc moi je vais vous parler en fait de l'expérience qu'on a sur la présence d'anesthésistes MPO au sein de nos parcours, notamment sur la gestion d'anticoagulants. Sur un patient qui est géré par une infirmière RAC. Donc il y a 3 moments clés. Il y a l'arrêt, la reprise et le relais de l'anticoagulant. Sur l'arrêt de l'anticoagulant qui se passe en préopératoire, il y a 2 possibilités. Soit le patient a arrêté son anticoagulant, soit il ne l'a pas arrêté. Et là, ça devient une difficulté pour les infirmières qui gèrent le patient en préopératoire. Et le fait d'avoir un MPO, ça leur permet d'avoir un lien qui permet après de contacter le chirurgien pour avoir une décision collégiale de savoir si on maintient ou pas l'intervention pour le préopératoire. Le deuxième point, c'est la reprise des anticoagulants. Au moment du post-opératoire immédiat, on a des difficultés de personnel avec un turnover qui est assez important et qui ont une méconnaissance des protocoles, ce qui fait qu'effectivement, le MPO est toujours un relais et un lien un peu pédagogique auprès des équipes pour pouvoir leur dire à quel moment il faut le prendre, quel est le risque si on le reprend trop tôt, quel est le risque si on le reprend trop tard. Le retour à domicile est de plus en plus précoce. Nous, c'est à J+1 à peu près. Et là, le MPO devient le lien médical hospitalier avec les paramédicaux de ville et aussi la médecine de ville, notamment pour les relais de l'anticoagulant. Tout ça montre qu'en fait, le MPO est présent à toutes les phases du parcours du patient, pré, per, post. Ça permet une coordination médicale globale et un suivi du patient au-delà des murs de l'hôpital. C'est un véritable support pour les équipes paramédicales puisque dès qu'elles ont une question, elles ont un interlocuteur dédié et elles vont avoir une réponse rapide. Et c'est une vraie plus-value dans la prise en charge hospitalière et pour le suivi des patients à domicile. Merci beaucoup. La vignette d'après, c'est pour vous montrer en fait que la MPO, c'est pas juste à l'hôpital, c'est aussi dans des établissements privés. Et donc, on a 2 vignettes d'établissements privés pour justement voir comment les parcours de soins complexes peuvent aussi avoir lieu dans des cliniques. Merci Vincent. Une courte vignette pour essayer de revenir sur un peu qu'est-ce qu'est la médecine périopératoire dans notre exercice du quotidien. Donc là, je vous ai pris un exemple, mais extrêmement pratique, de ce que font des anesthésistes réanimateurs formés à la médecine périopératoire dans les parcours patients et dans des parcours assez courants puisque prothèse de genou aujourd'hui en hospitalisation en ambulatoire, ça va être quasiment plus de 200 000 patients qui vont être opérés de ce type d'intervention qui était classée comme chirurgie à risque intermédiaire il y a quelques années, qu'on essaye de simplifier en limitant les complications pour les transformer en chirurgie à faible risque. Donc un patient, 86 ans, c'est un âge tout à fait raisonnable pour une prothèse de genou, hypertension, dyslipidémie, du diabète non insulinodépendant. Il arrive à la consultation d'anesthésie et il a 11 grammes d'hémoglobine. Donc la première des étapes, ça va être entre autres, d'anticiper la suite et après on verra la correction des problématiques liées à la consultation. Anticiper la suite, c'est intervenir sur les traitements. Il est diabétique, il y a probablement des traitements à arrêter, d'autres à ne pas arrêter dans le cadre de recommandations qui existent. Donc c'est finalement appliquer les recommandations qui sont à la disposition des médecins anesthésistes, réanimateurs. Ça va être d'anticiper sur les antalgiques. Les antalgiques, on est la seule spécialité sur les plateaux techniques à avoir une formation sur les antalgiques. Je vous rassure tout de suite, quand on interroge les chirurgiens orthopédistes, les chirurgiens viscéraux qui prescrivent des antalgiques, ils n'ont pas de module dans leur formation initiale sur la prescription des antalgiques comme on a en anesthésie et réanimation. Et donc, il est de notre devoir, aujourd'hui, où en plus la situation s'est complexifiée avec des ordonnances sécurisées pour un certain nombre de médicaments, de prendre en charge cette douleur périopératoire. Et elle est d'autant plus importante que vous verrez qu'elle a une incidence sur la prise en charge de la douleur intermédiaire et chronique. Et elle peut éviter à un certain nombre de patients d'éviter d'avoir des complications au long cours liées à la douleur. Les anticoagulants,
anticoagulants aussi. Je vous laisse interroger vos collègues de plateau technique pour savoir quels sont leurs niveaux de connaissances pour ceux qui ne sont pas dans la cardiologie, dans la chirurgie vasculaire, parfois dans la neuro, mais dans des spécialités plus triviales. Ils n'ont pas forcément de connaissances sur toutes les mises à jour, les risques, les nouveaux anticoagulants oraux directs, les injections. Donc tout ça, c'est aussi probablement de notre ressort, et ça s'organise dès la consultation d'anesthésie en tenant compte du profil du patient, existence ou pas d'anticoagulant préalable à cette consultation, le type d'intervention, le type de risque personnel du patient. De la même façon, par exemple, ça c'est dans ma pratique, c'est une discussion qu'on a dans le groupe, la kiné préopératoire, l'éducation préopératoire, c'est l'anesthésiste qui l'a prescrit, puisque cette éducation, elle va surtout permettre au patient de se lever en salle de réveil, de marcher le jour même et de rentrer chez lui. Ce n'est pas la rééducation, c'est vraiment lui expliquer tous les principes pour qu'il puisse imaginer rentrer chez lui le jour même ou le lendemain de son intervention. Et puis c'est également le service d'anesthésie qui coordonne le soin au domicile. Alors nous, on travaille avec des prestataires de soins à domicile puisqu'on met des cathéters périnerveux qui sont un des outils les plus efficaces pour traiter les douleurs aiguës sur de la chirurgie des membres. Donc on met des cathéters périnerveux qui vont être pris en charge par des infirmières libérales sous coordination de prestataires de soins. Et tout ça, c'est des écosystèmes qui existent et qui sont ouverts à tous les médecins anesthésistes, et c'est de la médecine périopératoire. De la même façon, à la consultation, le patient a 11 grammes d'hémoglobine. Nous organisons l'administration de fer injectable associé à de l'érythropoïétine en préopératoire, et on décale la date d'intervention si le patient n'a toujours pas 13 grammes et qu'on a besoin d'un temps supplémentaire et que la consultation a été faite trop proche. Donc la médecine préopératoire nécessite du temps et nécessite de prendre son temps et d'accepter de différer certaines interventions programmées pour optimiser le patient dans l'idée de diminuer les complications post-opératoires. Une fois qu'on a fait tout ça, le bloc opératoire, c'est un détail. On a tous appris, c'est un geste, on va dire, assez technique, qui est reproductible, qui peut être fait partout. La médecine préopératoire va nécessiter parfois un engagement plus fort pour travailler sur le pré, sur le per, sur le post. Post-opératoire, on garde le contact. Ça a déjà été dit, on rappelle le patient à J1, on est quasiment dans l'obligation réglementaire, et nous on a décidé pour la chirurgie prothétique à haut risque de rappeler le patient à J5 pour évaluer sa situation, pour voir comment il va. Un bilan sanguin est réalisé en ville. Il est hors de question d'envoyer le bilan sanguin post-opératoire au médecin traitant qui va se retrouver avec une hémoglobine à 12. Dans ce cas-là, il ne va pas faire grand-chose, mais s'il se tombe à 9, qu'est-ce qu'il va faire, le médecin traitant? Il va l'envoyer aux urgences, va lui faire une transfusion à domicile. Est-ce que vous allez plutôt le reprendre, vous, dans votre établissement pour lui faire une prescription de fer, le suivre, évaluer sa tolérance? Toutes ces problématiques, elles sont probablement inhérentes à la pratique de l'anesthésie-réanimation. Et puis de la même façon, le patient la rappelle spontanément à J10. Ça, c'est des cas tout à fait pratiques, hein, c'est notre quotidien. Ils ont une adresse mail, un numéro de téléphone de l'établissement pour joindre en direct l'équipe d'anesthésie. Le patient nous rappelle, il a une douleur, il a un DN4 téléphonique, un interrogatoire au téléphone pour dépister une douleur neuropathique. Ce DN4 est positif, mise en place d'un traitement de cette douleur neuropathique et puis orientation vers le centre de la douleur. Alors, les anesthésistes réanimateurs peuvent prendre également en charge les patients qui ont ces douleurs transitionnelles qui surviennent quelques jours à quelques semaines après une intervention pour les traiter précocement et leur éviter la chronicisation. Et finalement, c'est tous ces éléments réunis qui constituent ce qu'on appellerait la médecine périopératoire. Et l'acte d'anesthésie est quelque chose qui finalement est assez à part et qui s'intègre dans ces programmes globaux qui ont pour seul objectif d'améliorer l'expérience du patient, son confort, mais surtout de diminuer les complications et donc les coûts également inhérents à notre fonctionnement. Je vous remercie. Merci Frédéric. On va passer la parole à Ségolène, une autre vignette clinique. Merci Vincent. Moi, je voulais vous présenter le cas clinique d'une femme de 36 ans avec un IMC à 35 qui est atteinte d'une endométriose profonde et pour laquelle on va réaliser une chirurgie lourde avec hystérectomie et résection digestive. Cette dame, de fait de ses douleurs, prend des OPAC préopératoires et elle a une hémoglobine à 13 grammes. Donc déjà, lors de la consultation d'anesthésie en préopératoire, entre autres, on peut relever que c'est une patiente qui est à risque de douleurs aiguës, sévères et chroniques. C'est une femme anxieuse qui a souvent un lourd passé déjà et de multiples interventions. Et qui va pouvoir... nous, on a installé une filière. C'est des patients qu'on a identifiés et qu'on va suivre plus précisément en post-opératoire immédiat et également lors du retour à domicile. Également, dans notre structure, on a la possibilité de faire de l'administration de fer en HAD, que ce soit en pré- et en post-opératoire. En péropératoire, c'est donc une chirurgie lourde, avec une analgésie multimodale, et on va mettre en place un monitorage hémodynamique de profondeur d'anesthésie, etc.
cette dame va passer 48 heures en soins intensifs et va regagner un service normal de chirurgie gynécologique pour le coup. On va donc la suivre à plusieurs points en post-opératoire immédiat pour adapter les traitements antalgiques. Et c'est une dame qui va également être rappelée à J7, J10 lors de son retour à domicile pour pouvoir optimiser ses antalgiques si besoin. Sur cette patiente, à J5 de sa sortie en service, et donc à 3 jours des sorties de soins intensifs, on reçoit un appel d'une infirmière à 23h30 qui nous signale que cette dame est passée en arythmie et qu'elle a un peu de mal à respirer. Alors nous, on est une grosse structure de cardiologie, donc l'infirmière nous propose d'appeler le cardiologue de garde. Donc on se rend à son chevet et on constate qu'elle a un abdomen chirurgical en fait. Donc on appelle le chirurgien, donc en collaboration avec eux, on va au scanner et on met en évidence une rupture de l'anastomose digestive. Donc à heure ouvrable, nous, dans notre structure, cette dame, on va la prendre en charge en SSPI. En attendant que la salle se prépare pour la reprendre rapidement au bloc, pour pouvoir la déchoquer, administrer des antibiotiques, remplir, etc. Voilà, donc pour nous, la médecine périopératoire, c'est vraiment une optimisation préopératoire, une gestion pér-op et un suivi post-opératoire également à domicile et une prise en charge des complications en collaboration avec les chirurgiens, bien entendu. Merci beaucoup. Vous voyez encore une autre vignette. Et après, pour justement éviter que ce soit de la propagande sur l'anesthésie réa MPO, on s'est dit qu'il fallait qu'on montre que notre métier collabore. Donc on a montré beaucoup de vignettes où il y a des collaborations chirurgicales. Et on s'est dit que c'était intéressant aussi de rajouter la collaboration avec nos collègues gériatres pour des parcours complexes. Donc c'est Judith qui va nous présenter cette vignette. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui et voilà, on est très honorés en tant que gériatre de pouvoir collaborer avec vous parce que ça fait maintenant de nombreuses années que dans le cadre des UPOG, on a des collaborations très étroites, en particulier dans la chirurgie urgente et la fracture du col du fémur où voilà, la collaboration a montré qu'il y avait un bénéfice certain pour les patients, que ce soit en morbie ou en morbie et en mortalité, donc dans les suites d'une fracture du col du fémur. Et maintenant, c'est une prise en charge qui est bien rodée et on a l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. Nous, gériatres, maintenant, finalement, autour de l'UPOG, il y a beaucoup de choses qui s'articulent. On a des équipes mobiles également qui peuvent intervenir dans les services de chirurgie. On a des hôpitaux de jour et on commence à s'intéresser aussi beaucoup à la chirurgie programmée et aux évaluations préopératoires de ces patients très âgés, complexes, très comorbides. Et comme on l'a dit, qui dit comorbidité dit complications post-opératoires. Et donc on est très favorable à continuer à collaborer avec vous et je pense que la médecine périopératoire en tant que référent, voilà, il faut qu'on soit amené à collaborer de plus en plus pour ces patients qui sont là pour des chirurgies programmées. Donc ça commence à se faire un petit peu avec les gériatres du périop où on voit de plus en plus de patients en préopératoire, que ce soit de chirurgie orthopédique ou de chirurgie viscérale. Là, c'était pour vous montrer un petit peu le cas d'une patiente qui nous a été adressée donc en gériatrie dans le cadre du périopératoire, une évaluation donc par vous, anesthésiste, parce que c'est effectivement souvent vous qui tirez un petit peu la sonnette d'alarme quand vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient être discutées en préopératoire, que voilà, ça peut être la balance bénéfice-risque de la chirurgie, mais aussi de comment on peut optimiser ensemble ces patients en préopératoire pour qu'ils fassent le moins de complications en post-opératoire. Et là, dans ce contexte-là, donc en préop d'une prothèse de genou, eh ben, l'anesthésiste nous a contactés en se disant le patient n'est pas connu pour avoir des troubles neurocognitifs, mais l'interrogatoire nous fait suspecter des troubles cognitifs. Et donc, cette patiente nous a été adressée puisqu'on sait que les troubles neurocognitifs posent de gros soucis en post-opératoire et que c'est le plus puissant facteur de risque de confusion en post-opératoire. Et qui dit confusion en post-opératoire dit mise en échec de tout ce qu'on a pu organiser tous ensemble et échec de la chirurgie et complications. Et donc, on pourrait avoir un parcours donc non optimisé où voilà, le gériatre n'a pas été mis dans la boucle et où finalement on ne fait pas très attention à la iatrogénie et le patient va être sevré en benzodiazépine alors qu'il ne fallait surtout pas l'arrêter. Il va y avoir des antalgiques qui vont être mis en place qui ne sont pas les bons antalgiques avec de l'acupan ou des paliers 2 qui vont aggraver la confusion. Et puis des patients qui ne vont pas être verticalisés assez tôt. Et ça, on le sait en post-opératoire chez les patients âgés. Plus vite on verticalise les patients et moins ils ont de complications. Et du fait de tout ce parcours qui est non optimisé, on va avoir du syndrome confusionnel, un fécalome, une embolie pulmonaire. Et donc les complications qu'on ne souhaitait pas dans le cadre d'une chirurgie programmée, qui est la perte d'autonomie et l'institutionnalisation. Et finalement, on a tout faux sur le parcours.
Si on se met cette fois-ci dans un parcours médecine périopératoire orthogériatrique avec une collaboration tous ensemble, et bien on identifie les troubles cognitifs, on met en place un certain nombre de mesures pour le post-opératoire, et donc ça sera de l'antalgie par de la morphine et du paracétamol, des laxatifs systématiques qui vont permettre d'éviter le fécalome et la sonde urinaire, on ne sèvre pas le patient en benzo, on le verticalise immédiatement, et finalement, même s'il y avait des troubles cognitifs et qu'on va possiblement quand même avoir un délirium, il sera beaucoup plus court et moins sévère, et ça aussi on l'a dit, plus les complications post-op durent longtemps, plus l'impact sur le pronostic est mauvais. Et donc on n'aura pas de perte d'autonomie, on aura tout gagné avec la prothèse de genou, dont l'objectif était effectivement que le patient reste autonome et puisse retourner à la maison. Donc voilà ce cas pour vous montrer un petit peu comment une collaboration tous ensemble peut permettre d'améliorer les suites opératoires et le pronostic de ces patients. Merci. Merci beaucoup. Donc moi j'avais le rôle de coordonner et de conclure. Déjà merci beaucoup à vous tous pour vos vignettes. Ce que je voulais, les sujets sur lesquels je voulais appuyer, c'est le rôle hyper important de l'anticipation et finalement par la voie de la consultation d'anesthésie, de la préhabilitation, l'anesthésiste, un réanimateur a un rôle particulier, il peut intégrer les comorbidités, on l'a vu, il peut intégrer le risque chirurgical avec une vision un peu matricielle, il peut tenir compte de ces deux éléments et finalement ensuite choisir le bon parcours pour le patient, que ce soit de l'ambulatoire, du J0, de l'hospitalisation, utiliser les plateaux techniques de soins critiques ou les retours à domicile. Et ça, en vrai, nous sommes les mieux placés pour pouvoir gérer cette question qui est complexe, pour le moment qui est plutôt une intuition que réellement encore une science, mais on va pouvoir probablement mettre des scores qui tiennent compte de ces deux éléments-là avec une facilitation pour aider l'anesthésiste à mieux stratifier. Et tout ça en l'intégrant dans évidemment l'idée qu'on va utiliser tous les outils de la RAC. On ne va pas oublier la RAC nous a beaucoup aidé et donc évidemment il va falloir qu'on puisse y travailler et comme l'a très bien souligné Sigismond, notre but ça va être maintenant d'utiliser des prompts et donc dans les prompts c'est la satisfaction patient, c'est la qualité de vie du patient et c'est le retour à l'état basal tenant compte du fait que la plupart des patients ont une maladie chronique, donc ce sera un retour à l'état basal de la maladie chronique face au stress périopératoire et c'est une vision globale qui est nécessaire et je pense qu'on est très bien placé pour le faire. Et pour conclure, j'utilise ce schéma-là. En fait, on l'a vu avec Sigismond, on a une perception chronologique de cette évolution. On a inventé l'anesthésie, on a vu que c'était dangereux, on a réussi à en sécuriser une partie. Il y a eu un énorme progrès au XXe siècle avec finalement ce décret 94 qui nous a stabilisé nos organisations avec des consultations, des checklists, la salle de réveil, les USC. Et on arrive maintenant à étaler notre spectre en mettant tout le parcours encore en amont avec de la préhabilitation. Et je pense que Frédéric l'a bien signalé, parfois on peut décaler une intervention pour encore mieux préparer le patient. Et on va aller jusqu'au domicile. Et donc on a un rôle déterminant pour que les familles, les patients, la médecine de ville s'intègrent dans notre parcours. Et enfin, on a essayé de trouver 5 mots qui caractérisaient notre métier et on a essayé de faire un acronyme pour ne pas l'oublier. On s'est dit que finalement, ça pouvait se résumer à 5 P, comme les 5 doigts de la main. On est parcimonieux, en vrai on ne coûte pas très cher parce qu'on sait à peu près tout faire et donc on le fait en jouant sur les différents tableaux. On connaît bien le parcours du début jusqu'à la fin, que ce soit des parcours rapides, des parcours soins critiques, parfois des décès, on gère tout ça. On comprend de mieux en mieux la personnalisation du soin parce qu'on a une science qui s'est établie dessus. On fait de la littérature pour bien comprendre le PBM, le risque cognitif, le risque vasculaire, le risque pulmonaire et on est vraiment très au point là-dessus. On est polycompétent sans chercher à aller grignoter le boulot des autres et on sait travailler avec justement des gériatres, des spécialistes si besoin. Et on est là 24/7/7. Et ça aussi, ça nous donne une place hyper importante. Quand un patient se complique, c'est jamais le lundi matin à 9h, c'est toujours le week-end et c'est là où on a un rôle déterminant. Donc on a entre les mains la possibilité justement d'avancer dans cette coordination, à la fois travailler sur la sécurité et l'optimisation, tout ça en vue de protéger le patient et de l'améliorer et de lui restituer le meilleur parcours. Voilà la conclusion de notre groupe. Merci beaucoup et évidemment on est à votre écoute pour les questions. Merci Vincent, merci à tous. Cette espèce de premier round introductif sur la définition et le périmètre est évidemment ouvert à discussion. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Nos amis chirurgiens. Là, il y a une question.
C'était très égocentré cette première partie, mais c'est important aussi de le dire. Bonjour. Oui, on vous écoute. Sandra Petiot, je suis médecin anesthésiste dans le libéral en Seine-Saint-Denis, centre cardiologique du Nord. Moi, j'ai 2 commentaires. D'abord, il va quand même falloir avoir un vrai modèle économique parce que la médecine préopératoire, nous, on l'a fait. On l'a fait clairement tous les jours depuis très longtemps, mais c'est clairement du bénévolat parce qu'il n'y a pas de cotation. Et quand on a des patientes vasculaires, surtout dans des endroits défavorisés, on ne fait pas de dépassement d'honoraires. Et c'est des gens qu'on voit tous les jours, auxquels on doit effectivement régler la douleur, les antibiotiques, le diabète, les problèmes cardiaques. Ils ne sont même pas suivis en ville. Enfin, il y a un énorme travail et ça, ce n'est pas du tout valorisé pour l'instant. Donc on le fait parce qu'il faut le faire. Mais il y a vraiment cet aspect-là qu'il va falloir réfléchir, sinon ça va être très compliqué. Et deuxièmement, avec en ce moment les problèmes paramédicaux qu'on a pour avoir des infirmières qualifiées dans les services, surtout dans les services de chirurgie où il y a des soins et des pansements très lourds, notre travail il est encore plus compliqué et ça il va falloir vraiment, parce que le médecin tout seul ça ne sert pas à grand chose si les infirmiers derrière ils ne sont pas bien formés non plus. Voilà, merci. Alors, je trouve l'intervention très rassurante pour ceux qui ont organisé le programme parce qu'il y a toute une partie sur la valorisation dont on va parler cet après-midi, donc on aura très largement le temps d'aborder ces sujets. Ça fait partie des objectifs de discuter de comment valoriser cette activité. Et attends, non, parce qu'il y a la deuxième question, c'est l'intégration des paramèdes. Je pense que c'est aussi déterminant qu'on réfléchisse organisation, structure. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu aussi que Diane vienne ici. Je pense que les infirmières de coordination sur les parcours chirurgicaux, qu'elles soient à la main des chirurgiens ou à la nôtre, en pratique, elles sont déterminantes parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler ensemble sur ces parcours MPO, ces parcours complexes médicaux et parfois aussi prendre des relais, évidemment, avec les gériatres si besoin. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que sans paramètres, le système, il va évidemment s'effondrer et il ne tiendra pas. Hein. Donc il faut les former, il faudra peut-être rentrer aussi dans les IFSI pour travailler là-dessus et inventer des métiers particuliers d'infirmiers de coordination pour l'intégration médecine hospitalière ou établissement vers la ville et qu'il y ait une coordination forte et que ça fonctionne correctement. Bonjour, d'abord merci pour l'organisation de cette excellente journée. Jean-Félix Verrier, je suis chirurgien, j'exerce sur la région lyonnaise en libéral. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'était effectivement le centre de ma question. Je me posais le sujet de l'élargissement en fait, des compétences sur d'autres professions, que ce soit de la médecine interne, sur le plan médical, mais surtout au niveau infirmière, le rôle des infirmières en pratique avancée, qui pourrait vraiment nous donner un sacré coup de main tout au long de ces parcours, que ce soit dans le lien avec la ville ou dans la préparation éventuellement en amont de l'hospitalisation. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet concerne les PROMS. Je me pose la question de savoir jusqu'où on va s'intéresser au suivi du patient en périopératoire. On a vu que les conséquences sur la morbimortalité pouvaient être très longues, hein, pour au-delà de 1 an. On sait que, en tout cas dans ma spécialité en chirurgie cardiaque, la rançon quelque part de l'agressivité du geste cardiaque se voit bien au-delà de 1 an. Et donc, sur le plan scientifique, sûrement, on aurait probablement intérêt à aller pousser cette interrogation au-delà de ce terme de 1 an, probablement entre 1 an et 5 ans. Mais maintenant, c'est peut-être pas complètement faisable. Donc, j'aimerais savoir jusqu'où vous poussez le périopératoire, en fait, à la fois dans la pratique et puis sur le plan scientifique. Merci pour vos réponses. Si Gismond, tu veux répondre ? Oui, vas-y. Salut Jean-Félix. Pour répondre à la dernière question, parce que c'est une question sur laquelle on est souvent sollicité sur demander jusqu'où la responsabilité, l'engagement de la spécialité. C'est une question qui est posée souvent à la Société française d'anesthésie et réanimation pour savoir jusqu'où est engagé l'anesthésiste. Il est autant engagé que le chirurgien, il est engagé jusqu'à ce que son patient aille bien. Alors après, c'est pas toujours très agréable d'entendre qu'il faut maintenir une astreinte 24/24, 7/7. Alors ça ne veut pas dire être à côté de son téléphone en continu, c'est-à-dire s'organiser dans une équipe pour qu'une réponse soit donnée au patient quand il s'agit de problèmes qui concernent le volet de coopération sur lequel on s'est basé, c'est-à-dire il y a des équipes qui gèrent les antibiotiques, les anticoagulants, les antalgiques, d'autres ne gèrent pas l'antibiotique, chacun s'organise, mais je pense qu'on a l'obligation en tant qu'anesthésiste réanimateur, médecin du périopératoire, d'accompagner le patient, et s'il nous appelle 6 mois plus tard parce qu'il a une douleur qu'il pense être reliée à l'intervention, il faut finalement répondre à sa demande, on n'est pas obligé d'y passer des heures, et si c'est un lien, essayer de lui trouver une filière pour le prendre en charge, comme font tous les médecins quand un patient se complique. Les médecins, habituellement, ils essayent de trouver un recours, une personne qui va pouvoir l'aider, prendre en charge son problème. Et je pense qu'il faut qu'on sorte, parce que souvent il y a une notion il y a 24 heures de responsabilité pour l'anesthésiste,
en lien avec l'anesthésie, mais on n'est pas qu'en lien avec l'anesthésie, on est en lien avec un patient qui va avoir des complications et ce parcours. Et je pense que c'est important aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de borne maximale. Évidemment, de façon raisonnable, un patient qui nous rappelle 6 ans plus tard parce qu'il a mal à l'autre genou n'a peut-être aucun lien avec le premier, c'est peut-être un moyen de lui dire revoyez le chirurgien puis on va se revoir au bloc opératoire. Mais c'est la seule limite. Et puis sur les métiers, je pense qu'on va les réévoquer aujourd'hui. Tu as cité plusieurs formes, IPA, choses comme ça. Aujourd'hui, dans le texte sur l'optimisation des parcours qui avait été présenté par la SFA en 2022, il avait été évoqué tout le rôle de coordination indispensable et finalement d'effecteurs dans les parcours qui viennent les faciliter. Et les organisations, elles peuvent être multiples. À titre personnel, en libéral, on se rend compte qu'il y a une part extrêmement présente des assistants et assistantes de chirurgiens qui interviennent énormément en amont sur l'information, l'organisation, la recherche de centres d'aval pour la prise en charge du patient, que parfois dans des hôpitaux, il y a des postes bien fléchés d'infirmiers qui vont jouer ce rôle, et que donc ces métiers existent, ne sont probablement pas encore assez reconnus, ne sont pas assez identifiés, et il y a peut-être des portes qui peuvent s'ouvrir pour des métiers déjà existants qui peuvent se renouveler par la voie de la médecine périopératoire, entre autres par exemple sur la prise en charge de la douleur. Moi, je vais être assez pragmatique. Quand on regarde les complications post-opératoires, les grandes complications, on peut voir leur incidence par rapport au J0 de l'intervention. Alors, chirurgie cardiaque, c'est peut-être un peu à part, mais en vrai, la plupart des complications, c'est dans les 15 premiers jours. Et le sujet qui nous concerne, c'est qu'on fait des retours à domicile ultra précoces. Et en fait, on envoie à domicile les malades qui sont dans la fenêtre de tir de l'incidence maximale de complications. Et c'est ça qu'on ne sécurise pas. Donc moi, si jamais je devais investir, j'investirais déjà sur protéger le retour à domicile précoce avec une sécurisation, avec un outil informatique, robot, infirmière, des coups de fil, ce qu'il fait avec son J1, J5, pour déjà lisser ce risque-là. Ça nous ferait gagner déjà beaucoup. Alors après, pour faire de la recherche, aller jusqu'à des proms qui vont jusqu'à 2-5 ans, c'est super. Mais si on veut gommer le fait qu'on est de la 3e source de mortalité, en fait, on devrait déjà s'attacher à faire les 15 premiers jours. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut combattre. Si je peux aussi donner un commentaire, je pense qu'il y a deux questions différentes. Vous avez demandé quand est-ce que s'arrête la médecine péri-opératoire. L'enjeu, c'est de comprendre que notre prise en charge initiale, y compris jusque dans les initiales mais prolongées, va avoir un impact à très long terme. Donc il y a un intérêt à évaluer le plus long terme que le J30 classique pour dire l'intervention est un succès, y compris d'ailleurs du point de vue des proms et de la récupération des patients. Donc ça, c'est d'évaluer notre prise en charge périopératoire, y compris prolongée, sur l'impact à long terme. L'exemple typique, c'est la crise des opioïdes. On est très content à court terme parce que les malades ont pas mal et avec beaucoup de morphine. Et puis si on regarde à long terme, on comprend que c'est une catastrophe. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut un anesthésiste ou un médecin de périopératoire 24/24 pour vérifier ce qui se passe à 10 ans d'une intervention. Ça veut dire qu'il faut que dans nos critères d'évaluation, on intègre une évaluation à plus long terme pour comprendre ce qu'on doit modifier dans la prise en charge initiale de nos patients pour améliorer non pas seulement la mortalité à J30, mais aussi leur qualité de vie à long terme. Donc ça, c'est une chose, c'est du travail de recherche, c'est du travail pour qu'ensuite on améliore nos prises en charge initiales. Et ensuite, je suis assez d'accord que la prise en charge, elle doit comprendre au-delà des 48 premières heures et surtout de l'hospitalisation pour avoir une prise en charge. Et la douleur, c'est un exemple magnifique pour ça parce que c'est dans les 3 mois post-opératoires que cette douleur transitionnelle peut se chroniciser et que c'est là qu'on a un impact et où probablement les techniques d'ALR ou autres peuvent jouer un rôle important. Donc, ça dépend aussi des thématiques qu'on va regarder sur la durée de suivi. Et puis, évidemment, c'est important de travailler en coopération, mais je pense que c'est aussi une spécificité de notre discipline d'avoir d'abord une coopération entre guillemets interne entre docteurs, mais aussi interprofessionnelle, puisque c'est notre pratique quotidienne de travailler avec des IA, de travailler ensemble, et donc d'avoir une équipe qui peut répondre à ces problématiques, ça c'est sûrement majeur aussi, et c'est aussi une des forces de notre spécialité pour ça. Et après, je veux répondre à la question sur est-ce qu'un interniste pourrait faire ce job ? Et en vrai, je pense que celui qui n'a pas anticipé, qui ne connaît pas ce qui se passe au bloc opératoire, qui ne connaît pas le chirurgien, qui ne connaît pas le parcours avec l'infirmière et comment tout va évoluer dans cette prise en charge, il va être complètement hors jeu.
Donc évidemment, il connaît peut-être bien la médecine, mais il ne connaît pas cette médecine particulière du périopératoire qui est ancrée dans une réalité et qui est même ancrée dans une réalité d'équipe avec un parcours lié au patient dans cette équipe. Et donc se dire que c'est quelqu'un de l'extérieur qui pourrait venir donner un avis, c'est un peu ce qu'on voit dans certains pays où en fait, le néphrologue rajoute de la flotte, le cardiologue met du Lasix et on ne sait jamais où il faut se situer. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut quelqu'un qui intègre, qui soit ancré et donc qui soit dans cette médecine qui tient compte de tous les éléments. Et je ne vois pas le fait que ça puisse être fait par quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Et surtout, je pense que la raison pour laquelle on a imaginé donner à des médecins, de mettre des médecins d'autres spécialités ou des médecins généralistes dans les services de chirurgie, parce qu'on n'a pas assez d'anesthésistes et qu'il faut mettre les anesthésistes au bloc opératoire. C'est ça, finalement, cette contrainte-là qui a imaginé ça. Ce sera plus vrai dans les années qui viennent. La démographie devant nous fait que, si on est bien écouté avec 600 internes par an, on n'aura aucun problème à avoir des médecins formés pour faire ça. Et l'exemple magnifique de Ségolène sur une ACFA post-opératoire qui en fait est une péritonite, c'est typique. Une ACFA post-opératoire, si on demande à un cardiologue de la gérer et qu'il va l'anticoaguler parce que c'est une ACFA, ça va être une catastrophe sur une péritonite. Donc c'est typique de pourquoi il faut que ce soit des anesthésistes réanimateurs qui prennent en charge ces patients-là. Et on n'a pas de problème de démographie à moyen terme, court moyen terme, qui justifierait d'enlever les anesthésistes qui sont les mieux formés pour ça. Et Sigismond, en dehors de ça, les anesthésistes sont quand même des médecins qui sont présents 24/24 dans les hôpitaux. Alors pas dans tous les hôpitaux et pas dans toutes les structures, mais qui sont présents dans une continuité de soins permanente, qui n'est pas toujours le cas de toutes les spécialités qui sont parfois soumises à l'astreinte, qui sont présents parce qu'il y a des reprises dans les blocs opératoires et de l'activité nocturne, mais qui peuvent donc se rendre assez aisément au chevet de certains patients qui présenteraient des complications. Et je pense que ça, c'est un des points essentiels de cette permanence des soins qui est assurée par la spécialité. Et c'est vrai que si on imagine qu'on ne fait plus la médecine périopératoire mais que le bloc opératoire, quand on arrive sur les périodes de continuité de soins, qui s'occupe de ces patients-là, qui va diagnostiquer les complications ou qui va même corriger des traitements sur des écueils, le patient qui est un peu douloureux, le patient qui saigne à minima. Voilà, il faut des gens qui soient présents. Et je pense que c'est la force de la spécialité. On a une question ici, là. Oui, Hubert Genet, donc chirurgien viscéral, Académie de chirurgie. Merci pour votre invitation. Bravo pour les résultats obtenus quand on met les choses en perspective. En fait, notre boulot de médecin, c'est d'assurer une offre de soins de qualité. Et donc, ça veut dire de l'évaluation de ce qu'on fait. Alors, vous avez évoqué les PROMS. Et en fait, on se dit, mais comment peut-on évaluer le parcours d'un patient pour un cancer du côlon ou une prothèse totale de hanche si on ne met pas nos datas en commun et si on ne travaille pas en commun? De plus en plus de sociétés savantes font des protocoles, des études, etc. Mais on ne pense jamais à mettre nos datas en commun. On a des dossiers médicaux qui sont communs pour un malade. Et je pense qu'on serait beaucoup plus fort en termes d'évaluation des résultats, d'évaluation médico-économique, ça a été évoqué, etc., vis-à-vis des institutions et des tutelles, pour dire, oui, voilà ce que ça donne chez nous. Et donc, j'appelle à ce que nous utilisions des datas, que nous mettions des moyens en commun, des logiciels, des choses comme ça, parce que ça se passe toujours dans la même salle d'op. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui pour qu'on puisse être respecté et surtout améliorer les parcours de soins. Si je peux répondre un petit peu, voilà, nous, par exemple, en tant que gériatre du périop, depuis le tout début de la création des filières, on a effectivement des paramètres de suivi et on suit nos patients au moins 1 an et parfois plus justement pour avoir l'efficacité de la filière et donc la filière d'orthogériatrie de la Pitié. Voilà, on a vraiment des paramètres réguliers d'évaluation. On communique ça entre nous, entre anesthésistes, orthopédistes, gériatres, et ça nous permet, on fait notamment très régulièrement des RMM à partir de ces bases de données, alors communes, remplies par les gériatres, mais communes, et qui nous permettent effectivement de réévaluer en permanence le travail de chacun et de modifier les pratiques. Et il y a déjà, notamment venant de cette base de données, des pratiques chirurgicales qui ont été modifiées dans la filière pour les patients très âgés au vu de ces évaluations. Donc effectivement, il y a des coopérations. Après, ça demande pas mal de moyens, ça demande beaucoup de temps.
Mais c'est effectivement important parce que les impacts, ils peuvent être pas que sur la spécialité justement qui va évaluer son travail, mais c'est vraiment après de l'échange de compétences et de la modification des pratiques d'une spécialité à l'autre. Et quand ça marche et quand c'est comme ça, c'est assez exceptionnel et il y a un bénéfice très important pour le patient. Un beau modèle. Bonjour. Je suis le docteur Kardiana. Je suis anesthésiste réanimatrice, médecin de la douleur à Sainte-Anne et je représente le SNJAR aujourd'hui avec le docteur Mazero derrière. On a une question, enfin même deux. Quid, parce qu'on parlait justement des internistes qui n'ont pas leur place à ce niveau-là, mais quid des médecins généralistes qui, pendant maintenant plusieurs années, dans certains services, se sont investis dans ce créneau-là de la médecine périopératoire. Qu'est-ce qui est prévu pour eux en termes de... Enfin, est-ce qu'il va falloir qu'ils suivent des formations complémentaires? Est-ce qu'ils vont juste être dégagés par les anesthésistes réanimateurs? Non, mais c'est une vraie question. Et quid aussi des médecins de médecine polyvalente, enfin, quel sera leur rôle éventuellement dans ce nouveau paradigme. Je pense qu'il y a quand même une question, notamment suite à la remarque de Dr Le Sachet, pour la distance, qu'il n'y a pas de limite. Quand même, on est certain à craindre malgré tout qu'on se transforme en médecin généraliste. Alors, je vais partir de la dernière question. Moi, ça fait 5 ans que les patients ont mes coordonnées, les coordonnées de l'équipe en direct. Je vous assure, on n'est pas appelé ni le samedi, ni le dimanche, ni la nuit. On n'est pas appelé en continu. C'est pas vrai, on n'est pas les généralistes qui nous appellent pour des problèmes qu'ils pensent être liés à l'intervention. Donc on reste sur le problème de lien. Maintenant, ça peut toujours arriver qu'il y ait des mauvais coucheurs et que vous soyez sursollicité. Mais dans une équipe où vous avez organisé une astreinte, où il y a un médecin qui est d'astreinte, qui prend les appels, c'est-à-dire que sur une équipe de 6, 10, équipe moyenne, vous allez être sollicité, oui, pendant votre astreinte, peut-être plusieurs fois, plusieurs appels téléphoniques pour essayer de faire la part des choses. Vous ne pouvez pas dire à un patient, au bout de 15 jours, vous m'oubliez, vous ne m'appelez plus. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de la douleur transitionnelle et qu'il y a un sujet qui intervient à 4 semaines, à 6 semaines. Donc oui, on sort de notre petit confort qui était la bloc opératoire, la salle de réveil, et on ne se dit pas quand on rentre à la maison, c'est tout est fini, j'ai plus de lien avec mes patients. Et je pense que ça, c'est important. Ensuite, vous soulignez la part des médecins généralistes et de la médecine polyvalente. Alors, ce n'est pas les médecins généralistes en ville, je pense qu'on en parlera peut-être à un autre moment, mais la médecine polyvalente. Alors actuellement, oui, si on ne fait pas le travail, on vous a présenté des résultats de mortalité. Il y a des gens qui meurent par des défauts probablement de suivi, de dépistage de complications. Et donc oui, si on ne prend pas la place, il faudra bien que des médecins s'y mettent. Mais ces médecins-là ne connaîtront pas les spécificités techniques du bloc opératoire. C'est ce qu'on répète depuis le début. Connaissance de l'acte technique pour pouvoir le gérer en post-opératoire. Donc si on laisse la place, elle sera prise par d'autres, mais ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, la médecine polyvalente, quand on regarde les congrès qui sont proposés, ce n'est pas de la prise périopératoire pur, c'est surtout aller prendre des postes dans des hôpitaux pour faire tourner des services de médecine des hôpitaux, ce qu'on appelait les services de médecine interne, qui sont aujourd'hui des services très polyvalents et dans lesquels, dans un certain nombre de CH, on a besoin de médecins parce que de la même façon, les patients, les Français ont besoin d'être soignés et d'avoir des médecins en face. Et ce sont des médecins qui auraient pu s'installer en libéral, en médecine générale, qui regagnent l'hôpital pour prendre cette mission. Donc ne laissons pas cette place vacante parce que probablement ceux qui vont la prendre pourraient être mis en difficulté par la méconnaissance de l'acte technique. Ouais, pour compléter, je pense qu'effectivement, là, il n'est pas question aujourd'hui ici de dire tel médecin généraliste n'est pas compétent pour faire du suivi post-opératoire dans tel service. Et il y a sûrement des gens très bien dans plein de services qui ont une formation de médecine générale ou de médecine polyvalente. Là, on est en train de discuter d'organisation et du système de santé. Et là, pour le coup, l'anesthésie-réanimation, médecine périopératoire a la formation pour ça. Vous faites de la douleur, typiquement, la première cause d'appel en post-opératoire, c'est la douleur, mais qui peut être le symptôme d'une complication ou qui peut être juste de la douleur post-opératoire qu'il faut prendre en charge. Cette prise en charge, elle va pouvoir faire appel à gérer la complication, la diagnostiquer puis la gérer, ou à de l'ALR ou une technique spécifique. Et ça, il n'y a pas 10 personnes qui sont capables de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des médecins généralistes ou des médecins de médecine polyvalente dans ces services de chirurgie? C'est parce qu'on a une contrainte démographique qui a fait que nous qui sommes
jeunes, mais bon, avons connu une autre époque. On a connu une époque où il y avait des anesthésistes en salle. Et du fait d'un problème démographique, il n'y en a plus eu. Il y a quand même le besoin persistait. Et donc, on a remplacé ces anesthésistes par d'autres médecins. Je vous redis et je répète, parce que je pense que c'est un message majeur, on aura la capacité, et s'il y a la volonté institutionnelle de le faire, ce n'est pas beaucoup d'internes, c'est 600 par an, on est à 500, ce n'est pas beaucoup de plus. On n'aura aucun problème démographique. Et donc cette contrainte démographique, elle n'existera plus. En revanche, les déserts médicaux, ils persistent. Et donc dire, ben non, on va aspirer tous les médecins généralistes vers l'hôpital ou vers les services de chirurgie, c'est probablement pas bien pour la santé publique. Et on a une mission de santé publique en regard de ça. Et donc, c'est aussi pour ça que ça nous incombe, je pense. Il y a une question, Gilles Lebuff, là. Oui, Gilles Lebuff, anesthésiste réanimateur et médecin de la douleur au CHU de Lille. C'est une question plus pour Frédéric. Oui, désolé, c'est sur ton modèle, Frédéric, de rappel du patient à J10, et ensuite tu as parlé de la douleur transitionnelle. Comment vous vous coordonnez avec les chirurgiens? Parce qu'il y a de la douleur neuropathique, mais il y a souvent de la douleur mixte, et cette douleur mixte, elle peut être aussi en rapport avec donc une adaptation chirurgicale à faire. Est-ce que vous faites des consultations bidisciplinaires dans le cadre de cette médecine périopératoire, où à un moment ou à un autre, le couple chirurgien, anesthésiste réanimateur, médecin de la douleur, eh bien, intervient? Alors le rappel patient J10, ça c'est pas un rappel émis par la structure, c'est un appel émis par le patient, puisque vous savez tous que l'information sur l'anesthésie s'est enrichie d'un volet information sur la douleur post-opératoire par l'ASFAR. C'est le comité douleur anesthésio-co-régional qui a rajouté tout un volet en disant aux patients, si vous avez des douleurs qui ne répondent pas au traitement qu'on vous a donné, il est peut-être temps d'appeler votre structure. Donc nous, c'est un peu dans ce cadre-là que les patients nous rappellent. Et quand il y a une douleur, la première chose qu'on fait, c'est on discute avec eux, on leur fait un DN4 pour éliminer tout de suite une douleur neuropathique ou pas, parce que les traitements vont être différents. Si on part sur un douleur par excès de nociception, on va dire qu'à l'heure actuelle, par expérience, on est capable d'imaginer, voir s'il y a de la fièvre, douleur. On repart sur un traitement antalgique, on redémarre des anti-inflammatoires ou des opioïdes. Mais assez rapidement, on invite le patient à reprendre également contact avec le chirurgien pour évaluer, parce que c'est le premier signe de complication chirurgicale, c'est quand même cette douleur qui serait exacerbe à J10. On le voit. Parfois, on fait venir le patient dans notre structure. Un jour, le chirurgien est là, puisqu'on travaille en binôme, et on le réévalue, chirurgien et anesthésiste présent. Et parfois, on embraye sur un bloc test derrière. Donc, on est dans un modèle qui est idéal, parce qu'on a réussi à le mettre en place du début, avec une volonté commune d'une équipe complète, des structures où on n'est pas soumis à la production d'urgence qui vient parasiter tout le système. Donc on a pu le faire. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Quand on le raconte, ça paraît simple, mais c'est très compliqué dans la mise en œuvre. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de changer la trajectoire de patients qui sont douloureux à J15, J30 sur des douleurs neuropathiques, des envoyés en douleur transitionnelle qui sont gérés par des médecins anesthésistes réanimateurs, donc qui connaissent les chirurgies, ils connaissent les techniques d'anesthésie loco-régionale, ils savent réaliser des blocs tests, voire des techniques complémentaires au-delà, qui vont être un peu plus interventionnelles pour contrôler ces douleurs. Et donc c'est très 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 intéressant. C'est un des vrais modèles de médecine périopératoire, mais il y a plein d'autres volets qu'on va évoquer toute la journée. Je crois qu'il y a une question là, ici, au milieu. Non, si je peux la poser avant, merci. Donc Walid Ouleri, je suis anesthésiste au CHU de Strasbourg. Merci d'avoir organisé cette journée. Je pense qu'elle va répondre à beaucoup de questions dont on se pose à Strasbourg. J'aimerais votre avis sur une chose, c'est qu'on essaye donc de mettre en place de la MPO actuellement à Strasbourg, mais de la MPO comme on l'imagine, comme elle est définie dans les services. Je reviens vite sur la vignette qui avait été présentée sur la FA post-op d'une chirurgie digestive. Celle-ci, pour nous en tout cas, elle n'aurait pas été dans la définition de la MPO parce qu'on a en place des services de soins continus de chirurgie et ce patient aurait été vu à J4, J5 appelé par une infirmière d'un service. Il y a un MAR qui a un téléphone pour répondre à ce genre de problème et serait hospitalisé aux soins. Et voilà. Donc, en fait, je dis ça parce que la MPO, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un anesthésiste qui soit détaché et qui ne travaille que dans les services, mais sur des tâches, on va dire, médicales qui sont pour les patients, on va dire, un peu chroniques, que ce soit l'antibiothérapie, la gestion de l'antibiothérapie, l'anticoagulation, de la douleur. On avait un peu ciblé ces 3 thèmes, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on n'a absolument rien en ce moment. Est-ce que vous auriez élargi un peu le thème ?
les thèmes. Pourquoi? Parce on est vraiment... Alors je comprends qu'on va être dans les 5 années pléthore d'anesthésistes, mais là en ce moment c'est vraiment compliqué. On ne pourra pas dégager quelqu'un spécifiquement pour la MPO. Et soir et week-end, pour l'instant, les collègues... l'organisation, ça va être compliqué. Donc est-ce qu'on reste sur ces 3 thèmes ou on élargit? Alors juste je reviens sur la gestion des urgences dans les services. En fait, nous on n'a pas de réanimation, enfin c'est une autre équipe, et nous on a chaque anesthésiste qui est au bloc est aussi responsable du service de sa spécialité dans les services. Et c'est nous qui sommes appelés en cas de complications, comme par exemple la dame que j'ai présentée. Bien sûr, on a une réanimation ou des soins intensifs si on peut les hospitaliser si besoin. Mais je pense que je suis pas la seule à parfois faire passer le patient en SSPI pour pouvoir l'optimiser et le prendre en charge en attendant de le mettre au bloc et derrière l'envoyer en réanimation ou en soins intensifs si besoin. Alors, il y aura une dernière question brève pour qu'on reste et une réponse brève pour qu'on reste dans le timing. Allez-y. Oui, merci de l'organisation de cette journée. Donc, en question brève, c'était Olivier Brenet à l'Institut Curie, Centre de cancérologie à Paris. C'était sur les exigences qu'on pourrait se donner pour assurer le suivi post-opératoire dans les 10-15 premiers jours d'un patient qui reste hospitalisé et de s'organiser pour qu'il y ait un suivi correct, régulier. Quand on fait des RMM de complications post-opératoires, un des critères souvent qui ressort, c'est pris en charge à J1 le lundi par le docteur X, le mardi par Y, le mercredi par Z. Enfin, et donc la notion de suivi régulier de ces patients par le même médecin, la permanence des soins étant à part, est sûrement un facteur très important de la qualité de la prise en charge de ces patients. En fait, c'est déterminant ce que vous venez de dire, parce que ça voudrait dire que justement, il ne faut pas passer par une autre spécialité comme un interniste, où là, il y aurait un relais avec une perte d'information. Le fait déjà de rester dans la même spécialité, on a les mêmes éléments de langage, on peut se transmettre plus facilement l'information, il y a moins de risques de perte d'information. Et donc je pense que si on fédère l'équipe sur un projet MPO avec des systèmes informatiques ou autres, les transmissions seront de meilleure qualité. Il y aurait peut-être moins ce défaut de passer du médecin A, B, C et finalement lâcher des infos qui pourraient être délétères pour le patient. Et pour compléter, je pense que dans les 5 P de Vincent, il y a personnalisation. Je pense qu'on ne va pas sortir d'ici avec un modèle à appliquer dans tous les services en disant c'est facile, le médecin de MPO, il fait que le service et rien d'autre. Et si c'est de la réanimation, c'est lui qui doit faire la réanimation. Il y aura des façons de faire variables en fonction des organisations locales et en fonction des parcours patients, évidemment. Et donc je pense que ces organisations-là, on va pas les appliquer. Donc si pour des patients très lourds, il vaut mieux mettre... Nous, on essaye par exemple chez nous, celui qui fait du MPO, c'est le même qui fait la semaine. Et donc normalement, tous les malades sont vus J1, J2, puis quand il y a besoin d'être vu plus longtemps, normalement c'est le même médecin qui fait une semaine. Et donc il a le plus de chances d'avoir un suivi. Mais après, chaque organisation devra s'adapter aux réalités locales. On ne va pas sortir avec un modèle unique. Au contraire, il faut qu'on arrive à avoir le cadre et à personnaliser nos prises en charge aussi en termes d'organisation. Merci beaucoup. On va arrêter là cette première partie de la journée. On garde des messages importants. Ce qui vient d'être dit figurera probablement dans la charte qu'on veut réaliser en fin de journée. Et donc maintenant, c'est le moment de la pause. Donc je vous invite à prendre quelques minutes